Bonjour à tous, nous sommes à l'Institut du Monde Arabe pour parler de l'actualité culturelle francophone dans cette émission que vous avez maintenant repérée et que vous aimez, qui s'appelle 300 millions de critiques, dont voici le sommaire. Après 50 ans de télévision, l'animateur français Michel Drucker monte sur scène pour être seul avec vous. C'est le titre de son spectacle. Avant lui, de nombreux animateurs télé se sont déjà essayés aux planches ou à la fiction. Les animateurs qui deviennent artistes et les artistes qui font les animateurs, on en parle aujourd'hui. Définir l'humain et le non-humain, le vivant et le non-vivant, des sujets très philosophiques. Est-on vraiment capable d'établir des frontières à l'ère des robots qui nous ressemblent de plus en plus ? Des questions sur lesquelles le musée du Quai Branly a choisi de porter un regard au travers de l'expo Persona, étrangement humain, c'est un des sujets du jour. Et enfin, nous parlerons d'un documentaire belge intitulé L'homme qui répare les femmes, c'est le surnom de Denis Mukwege, congolais de 60 ans, gynécologue. Sa vie, il la consacre à réparer les femmes victimes de la barbarie sexuelle et du viol utilisé comme arme de guerre. Une vie dont il a fait un combat qui est retracé dans un documentaire engagé. Nous en parlons aujourd'hui. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Je vous rassure, je ne vais pas me lancer dans le one-man show. Bien figurez-vous que cette envie est en train de contaminer une grande partie des gens qui font notre métier. Bonjour à vous tous. Je vous rappelle que nous sommes avec Estelle Martin de TV5 Monde. Bonjour ma chère Estelle. Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Bonjour, J'ai Guillaume. battu le réalisateur au lieu de progresser personnalité par personnalité en allant directement vers vous. Yves Bigot, qui est le directeur de TV5 Monde. Mon cher Yves, bonjour. Bonjour, Guillaume. Et Mathieu Dugal, donc de Radio-Canada. J'espère que vous quatre n'avez pas l'intention, nous cinq, donc, de vous projeter sur une scène. Le dernier exemple, évidemment, qui a frappé les Français, c'est Michel Drucker. Pour une scène, un spectacle qui s'appelle Seul avec vous, c'est le nom de son spectacle. Pourquoi ? Parce que, évidemment, Michel est le personnage de télévision le plus emblématique après 50 ans de carrière. Vous avez beaucoup de gens en France qui ont suivi ce chemin, énormément de gens aux États-Unis qui se sont essayés aux planches ou à la fiction. Est-ce que c'est une véritable passion ? Est-ce que c'est finalement le sous-entendu de toutes les carrières publiques? Est-ce que c'est l'appât du gain? Est-ce que ce sont des carrières qu'il faut relancer? Les animateurs qui deviennent artistes, on en débat juste après quelques extraits de ce one-man show, justement, de Michel. Un jour à la fin de la saison, le patron de l'époque de France 2 vient déjeuner chez moi pour parler du renouvellement du contrat de Champs-Élysées après 8 ans de succès. J'étais donc euphorique et optimiste. Et au moment du café, il me dit « Vous savez, Michel, vous êtes un peu un homme du passé. La télévision de demain ne passera pas par vous, ni par Pivot, ni par Martin. Il faudra vous relooker. » Oh là là, catastrophé. Je le raccompagne à l'ascenseur. Il voit que je suis sonné debout. Il me dit « Mais non, le prenez pas mal. Continuez pendant 1 an et puis formez un jeune. » J'avais que 46 ans. Je vous raconterai la suite sur scène. Alors là, les avis vont évidemment être partagés. Est-ce que nous sommes... D'abord, est-ce que vous avez envie d'aller voir Drucker sur scène? Moi, je l'ai vu déjà. Ouais. Yves, on vous écoute. Mais je suis silencieux. Et oui, mais Michel, nous qui le connaissons depuis longtemps, on sait que c'est un conteur absolument exceptionnel. Donc on va dire que c'est très naturel. Il fait finalement sur scène, avec une mise en scène d'ailleurs assez maligne, simplement ce qu'il nous fait à nous depuis des années, c'est-à-dire qu'il nous raconte les stars qu'il interviewe, ses propres collègues de la télévision, nous-mêmes parfois, en nous imitant, en nous moquant, parce que Michel, il est extrêmement drôle, il n'est absolument dupe de rien, et je crois qu'il avait absolument envie, après toutes ces années à avoir mis les autres en valeur, de lui-même aller se rendre compte une fois de ce que c'était d'être au contact direct du public et de ne plus l'être simplement en accueillant des vedettes dans son studio de télévision ou simplement en parlant du talent des autres. Donc lui, on va dire, c'est une transition qui est, on va dire, assez il y a Arthur, il y a Julien naturelle pour Courbet, lui. il y a les animateurs, il y a des animateurs comme Thierry Beccaro qui sont mis chemin au théâtre, Patrice Jean-Luc Laffont, Reichmann, Patrice bien Laffont, sûr, Jean-Luc une Reichmann, épidémie. etc. Non, en fait, ce qu'il faut dire, dans le cas de Michel Drucker, c'est un cas intéressant parce qu'effectivement, c'est un journaliste qui devient ensuite animateur, producteur, et qui fait le pas d'aller sur la scène. Donc ça, c'est un vrai cheminement. Parce que pour beaucoup d'autres, et il convient d'abord et en premier de citer Patrick Sébastien, mais lui, il a commencé par être un artiste de scène en faisant tous les petits théâtres de Paris, etc., jusqu'à être la star de l'Olympia, etc. Et ensuite,
il est allé faire de la télé. Et évidemment, quand on a l'habitude d'être devant un public, sur une scène, avec des gens, c'est facile de faire de la télé d'un seul coup. Enfin, c'est facile, c'est pas si facile que ça, mais c'est naturel. C'est logique. Donc, en réalité, beaucoup des présentateurs de télévision, en France comme en Belgique, puisque je fais aussi le belge ici aujourd'hui. Très bien, le belge. C'est Comme aux États-Unis. Hein. non, peut-être. Ouais. C'est qu'ils viennent très souvent du monde du théâtre. Là, dans le cas de Michel, mais comme d'Arthur, par exemple, ou de Julien Courbet, eux, ce sont des animateurs qui décident de devenir, entre guillemets, des artistes à leur tour et à leur manière. Donc, il y a ces deux catégories qu'il faut bien séparer. Les animateurs qui décident de franchir le pas et d'aller sur scène, qui est un pas donc difficile, et dans l'autre sens, évidemment, ceux qui sont déjà des artistes de scène qui deviennent des vedettes de télévision. Pour dire un mot de la Belgique, on doit citer François Pirette, qui est la grande vedette de la chaîne RTL, après avoir fait ses débuts à la RTBF, et puis les frères Taloche, qui sont d'ailleurs au théâtre en ce moment à Paris, et qui, pareil, sont des artistes de scène qui ont une la navigation, les télévision chiens, par exemple. Ils ont fait Canal+. Exactement, pendant des bien années, sûr, il y en a beaucoup et d'autres. ils sont tous comédiens, etc. Vous avez etc. d'ailleurs- Je pense à Virginie Efira aussi, qui elle a commencé avec la télévision et qui maintenant est plutôt actrice. Enfin, elle est totalement actrice. Au Et c'est cinéma, vrai que au on cinéma sent plus qu'au aussi- théâtre. Oui, au cinéma, mais c'est vrai qu'on peut aussi comprendre qu'il y a un Antoine lien Decaune, logique. hein, Oui, évidemment. voilà. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a on peut comprendre. Après, c'est risqué parce qu'on peut se dire qu'un Arthur ou même un Michel Drucker, c'est quand même risqué, peut-être entre guillemets, mais c'est vrai qu'ils se mettent, En danger. s'il faut un peu en danger dans le sens où ils dépassent une frontière. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de s'adresser à un public, mais là, c'est une autre. Je trouve ça assez compliqué de devenir acteur, parce que c'est très différent, même si vous l'avez dit, il y a des liens entre animateur et acteur, mais là, c'est incarner soit un rôle, soit s'approprier tout un univers, et c'est vraiment s'adresser à un public Mais d'une dans le cas manière de totalement Drucker, il différente. incarne c'est pas de rôle, complet. il incarne Oui, lui-même. alors lui, c'est totalement, c'est vrai Ouais. que c'est plus différent, mais Arthur, on pouvait se dire que lui, c'était, d'ailleurs, il a commencé, souvent le cas d'ailleurs, avec des petites salles, et il faut savoir convaincre, parce que c'est pas, on va peut-être au début, on en avait parlé pour les pièces de théâtre, c'est-à-dire qu'un nom peut faire, c'est vrai que le public connaît Arthur, ou connaît Michel Drucker, donc il va peut-être y aller, mais après, il peut aussi être très, très désagréable, le public, et ça doit être, là, il faut gérer le fait que Compliqué. ça soit pas bon. Mais on avait tiré les conséquences de ça à France 2 en 2004 ou 2005, quand on avait, avec Olivier Mine notamment, mis en scène Un fil à la patte de Fédot, joué par l'ensemble des animateurs de la chaîne. Il y avait Gérard Rolls, il y avait des gens comme ça qui ont tous fait un peu à un moment du théâtre, etc. D'ailleurs, France 2 continue à le faire depuis que nous l'avions initié. Non, mais il y a deux à choses. l'époque. Je complète la définition. Premièrement, par exemple, si on prend le Saturday Night Live aux États-Unis, ça a été une école pour des tas de gens, type Eddie Murphy, ils viennent tous de la télévision. C'est un peu le parcours à la Jamel en France, quoi. On commence à la télévision, mais on rêve d'être acteur, donc on fait un succès énorme à la télévision, Jamel ou Eddie Murphy, puis après on va dans les films. Ça, c'est un parcours classique. Il y a aussi un autre truc qui est dans la tête des gens, qui est au fond la télévision, c'est sale, même si on vit confortablement. La noblesse du métier, c'est d'être comédien. Donc on a le passage à la Jamel, mais on n'a qu'une seule envie, c'est en gros de se barrer de la télé, parce que c'est quand même le bas de gamme de la culture. Donc ils essayent tous de devenir plus ou moins acteurs, et quelquefois ça ne marche pas. Ils sont obligés de revenir. Est-ce que ça existe aussi au Québec, ce phénomène? Ben, je dirais qu'au Québec, des animateurs qui s'en vont peut-être, qui vont faire des planches de théâtre, c'est peut-être plus rare. C'est souvent des humoristes qui vont faire le saut au cinéma avec plus ou moins de bonheur. Il y en a qui ont réussi quand même à bien faire le pas. Je pense à Patrick Huard dans le dernier film de Philippe Falardeau, entre autres choses. Je pense aussi il y a eu à un moment donné une série qui était assez sympathique, qui s'appelait d'ailleurs Les Ratés sympathiques, où on demandait à des critiques de musique de venir chanter, pousser la chanson sur scène. Et donc, c'était les chanteurs qui les critiquaient, un peu pour inverser les rôles. Ça rend humble, ça. C'était quand même assez drôle, mais c'est pas donné à tout le monde. Évidemment, il y a des immenses talents qui peuvent tout faire, mais c'est pas nécessairement parce que tu es bon au théâtre que tu vas faire un bon animateur. Savoir faire de l'animation, c'est un métier en soi. Et à contrario aussi, aller Oui, sur il y a de les plus en plus de planches. passerelles. Oui, Comme mais par même- exemple les chanteurs. En France, vous prenez Maurice Chevalier, c'est célèbre, hein, à la fois chanteur et en même temps homme de musical et en même temps acteur. Guillaume, il y a quelque chose Montand. qui joue Montand. certainement beaucoup aussi, c'est la nostalgie
actuellement. Et on voit bien que dans tous les domaines, aussi bien les comédiens qui vont faire des masterclass dans des théâtres et dans des salles, les musiciens maintenant qui ont monté, d'ailleurs Ray Davies, Roger McGuinn, etc., ont monté des spectacles qui s'appellent storyteller, c'est-à-dire où ils racontent leur vie et en même temps qu'ils illustrent en jouant leurs morceaux les plus célèbres, etc. Donc on le voit bien. Et alors pour les animateurs, c'est pareil, parce que regardez, Michel Drucker, qu'est-ce qu'il fait et qui plaît tellement au public qui se rue dans les salles pour le voir tous les week-ends. Il en fait un vivement dimanche tous les soirs. Mais il raconte ses souvenirs de la télévision et il raconte son Delon, son Johnny, son Belmondo, sa Catherine Deneuve. C'est l'orage parfait, là. Parce qu'on a quelqu'un qui est déjà adulé par des millions de personnes qui va raconter l'envers du décor. Bien sûr. Ça peut difficilement ne pas marcher. là, ouais. Michel, Moi, je vous écoute et puis alors, je ne me rends pas compte, à quel point c'est un facteur c'est quelque chose de relativement nouveau ou pas, parce qu'en Suisse, moi j'ai l'impression que c'est un peu vieux comme les médias, de Jack Roland dans les années, je ne sais pas combien d'ailleurs, à 120 secondes récemment avec les deux Vincent Veillon et Cuchol, qui étaient d'abord sur la radio Couleur 3, maintenant la RTS, des passerelles entre la scène et la radio, les diffuseurs, je parle de la radio et de la télévision, les deux. Manu Payet, il a commencé sa carrière à la radio et puis maintenant il est devenu un acteur comique. Ça a toujours, pratiquement, à ma connaissance, existé. Francis Blanche. Il y a toujours, voilà, exactement. Il y a toujours eu des gens. Gérard, Nicolas Canteloup. Il y en a toujours qui étaient effectivement animateurs à la radio, animateurs à la télévision et qui étaient sur les planches et passaient de l'un à l'autre. Biron. Une grande partie des présentatrices, même météo, à la RTS, sont comédiennes également. En France aussi. Il y a pas mal de musiciens qui sont musiciens à la scène et qui sont producteurs d'émissions de radio. On a une spécificité en Suisse pour vous dire combien sont poreuses le passage entre une forme de vie publique et puis certains métiers. Certains politiciens, c'est plus spécifique à Genève, mais il y a pas mal de politiciens et des avocats surtout. Je pense par exemple à Marc Bonan qui était sur planche avec BHL pour un spectacle autour de l'antisémitisme de Wagner. Varluzal qui avait une émission de télé qui était sur les planches. Un avocat. Un avocat, donc en l'occurrence. Pierre Maudet, qui est conseiller d'État à Genève, qui a aussi été sur les planches en tant que politicien, enfin voilà, qui a les deux casquettes. Donc en Suisse, il y a toujours eu, effectivement... La question qu'on peut se poser, c'est que si on a une idée du théâtre comme un art majeur, est-ce que ce n'est pas une pollution du théâtre par un média dominant qui est la télévision? Parce qu'à chaque fois, c'est peu de personnes sur scène, donc peu de budget. Et il y a un aspect économique. De la même manière que les one-man shows, par exemple, on a cette vue magnifique de Paris, ont envahi plus de 50% des théâtres parisiens. Oui, pas parce de que ça trous, coûte, pas de malheur. parce que ça Et coûte alors pas cher, maintenant, ouais. c'est une nouvelle étape. C'est-à-dire qu'on prend les gens de la télé, on n'a même plus de problème de promo puisqu'ils sont dans les théâtres. Alors, pour ce que vous dites, effectivement, On est loin de Beckett. Alors, pour ce phénomène-là, oui, moi, encore une fois, pour la France, j'ai de la peine à me prononcer si c'est relativement récent. En Suisse, moi, je vous dis, dans les années 80, les années 70, les années 90, c'était déjà le cas. Pourquoi? Peut-être parce qu'en Suisse, le pays est petit, la scène est petite, finalement, le réservoir de comédiens est relativement petit. On a la chance, quand on a des gens qui sont des musiciens, des comédiens, et qui se retrouvent à travailler sur un diffuseur, d'ailleurs, finalement, des gens qui ont une connaissance qui est du métier intrinsèquement supérieure à un animateur lambda qui n'est pas musicien, qui n'est pas comédien aussi. Il y a une plus-value, en tout cas, pour le diffuseur. Et puis ensuite, c'est clair que s'ils passent sur un diffuseur public, sur la radio ou la télévision, quand ils sont sur les planches, ça leur fait autant de bénéfices pour la promotion, parce que ce sont déjà des personnages qui sont connus, ça c'est clair. Ce qui me frappe, c'est que sur les médias, enfin, j'ai l'impression que c'est une vraie mode en ce moment en France, dans les médias plus peut-être privés, je pense à TF1, M6, où là, les animateurs Mais il y a le rêve de devenir artiste. Oui, ils deviennent artistes et deviennent le rêve acteurs ou absolu. actrices, mais dans leur propre série. Donc c'est drôle. Enfin, je trouve ça un peu peut-être pas schizophrène, mais quand même de demander à des Boccolini, à des Reichmann, à de Chavannes, de devenir des héros récurrents de séries, ou même pas forcément récurrents, mais des héros de séries qui sont diffusés par leurs médias. C'est-à-dire que Le travail de d'un la côté, notoriété a été fait. Oui, et en fait, ils se ressourcent comme ça, et c'est peut-être plus facile aussi d'attirer du public avec ce genre de... Si j'avais cité quelques noms, il y a des grands échecs dans tout ça. Mais c'est aussi un moyen de les conserver sur leur chaîne, et puis ils ont du succès. Parce que, regardez, par exemple, Patrick Sébastien, à France 2, quand il décide de faire de la fiction, qu'il écrit lui-même et dont il incarne le héros, il fait une des plus grosses audiences de fiction de l'année, comme il fait une des plus grosses audiences en variété de l'année. Mais c'est aussi un moyen pour des chaînes de conserver leur talent en leur permettant justement de se diversifier dans le cadre de leur entreprise pour ne pas être débauchés par la concurrence. Moi, je me souviens nulle part ailleurs, j'avais comme chroniqueur Jamel, Édouard Baird et Poulvord. C'est pas mal, plus les Deschiens.
Monsieur le tous ces directeur, gens-là. à quand une pièce de théâtre avec Bigot. les animateurs transformés Oui, en voilà, nous, on critiques, vous par a bien exemple, tourné pour une pas série, en déboucher. fait, avec... Pour clore ce débat sur ces animateurs aux ambitions artistiques, revenons sur le spectacle de Michel Drucker, qui semble rencontrer donc un franc succès. Flévalène partage sur Twitter un article du Parisien concernant l'animateur. Elle commente « Michel Drucker fait déjà un tabac avec Aix-en-Provence avec son one-man show. Seul avec vous, vous pouvez suivre l'émission sur le compte Twitter, évidemment, ou laisser des messages sur le hashtag 300 millions de critiques. Et puis vous retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Et notre ami Lise Laure nous rejoint dans un instant pour le prochain débat. Si je vous demande, vous qui nous regardez avec plaisir, je l'espère, de définir l'humain ou le non-humain, le vivant du non-vivant, la réponse vous semble a priori facile. Mais l'heure est aux choses de plus en plus compliquées, puisque beaucoup de gens considèrent que les animaux ont des âmes, que les robots sont en train évidemment de pénétrer dans l'espace public et dans l'espace du travail. Donc la définition de l'humain, du non-humain devient complexe. Ce sont toutes ces questions auxquelles le Quai Branly propose de porter un regard au travers d'une exposition qui s'appelle Persona, étrangement humain. On en parle juste après le reportage de ma voisine, la charmante Estelle. N'essayez pas de vous boucher les oreilles. Ne me fermez pas la porte. Persona, c'est quelque chose qui fait irruption, qui vient d'ailleurs et qui vient vous habiter. Tous ces objets ont partie liée avec des personas. Comment on représente ou on fait un siège, un support, un habit adéquat pour une persona? On voulait, à travers cette exposition, en fait, confronter les gens à ce genre de cas, ou de cas limite, si vous voulez, de présence limite, où on se demande à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à un objet, à un animal, à un humain, etc. Ce n'est pas des robots commerciaux, c'est des robots plutôt déjantés, plutôt étranges, mais qui invitent les gens à se poser des questions sur à quoi j'ai affaire. Plus l'environnement se dote d'interfaces technologiques, plus on dote les objets d'intentionnalité, d'autonomie, etc., plus les problèmes qu'on se posait d'ordinaire chez les primitifs ou chez les enfants se retrouvent à être nos problèmes à nous, occidentaux, du XXIe siècle. Superstition d'un autre âge, dites-vous. Pourtant, vous n'avez jamais été seul dans votre corps. Nous, les présences limites, avons toujours habité votre monde. D'ailleurs, vous-même, n'êtes-vous pas une présence limite ? Voilà, musée du Quai Branly, donc regardez ce magnifique catalogue. Persona étrangement humain, c'est une coproduction avec les excellentes éditions Actes Sud, qui, vous savez, ont siège du côté d'Arles. Voilà, donc Persona. Alors là, c'est vraiment la question. Bonjour Lise Laure. Bonjour. Je suis arrivé. C'est vraiment la question, comment je peux dire, un résumable en un quart d'heure, et pourtant on va essayer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui appartient au domaine de l'homme ou pas? Est-ce qu'il y en a un qui veut se jeter déjà dans cette affaire? Je sens que Mathieu bout. Vous savez, j'anime une émission de culture numérique à la première chaîne à Radio-Canada à Montréal, et ça fait 4 ans qu'on parle en fait, pas du retour, mais plutôt de l'arrivée des robots dans nos vies. Hein. De plus en plus, les robots quittent les usines. L'espèce d'image qu'on a du bras soudeur dans les usines de Toyota, c'est en train Chaplin. ou Chaplin, mais on sent que le robot industriel est en train de sortir de l'usine. De plus en plus, d'ailleurs, dans les centres pour personnes âgées, dans des pays où il y a un choc démographique, par exemple, comme le Japon, il n'y a plus assez de personnes pour travailler littéralement. La population vieillit beaucoup. Donc, les robots font leur entrée dans les centres pour personnes âgées. Donc, ça pose des questions éthiques qui sont majeures parce que on se dit, est-ce que ces choses-là ont une âme? Hein? On le sait que les algorithmes qui les gouvernent deviennent de plus en plus sophistiqués. Souvent, le robot qui vient de battre un humain au jeu de Go, de Go, oui, qui est une grande première, hein, parce que c'était jamais arrivé auparavant. Notre intellectuel anglais qui se dit attention, l'intelligence artificielle est en train de nous dépasser dans des proportions considérables. Stephen Hawking. Oui, Hawking, Elon Musk aussi dit la même chose. Et donc, les robots vont faire partie de nos vies. En même temps, il y a le test de Turing, hein, vous savez, ce fameux test-là qui, en fait, en face duquel on est placé, on doit dialoguer
dialoguer avec une vraie personne et un robot. Et si, à partir d'un certain moment, on n'est plus capable de distinguer qui est le robot et qui est la vraie personne, bien, le robot passe le test de Turing. Mais le test de Turing, dans le fond, ça ne fait que quantifier notre rapport, notre perception du robot. Le robot n'a pas besoin d'être intelligent, n'a pas besoin de vraiment ressentir quelque chose. S'il donne la perception qu'il sent quelque chose, c'est assez. Et donc, c'est cette chose-là, entre autres choses, ces thèmes-là dont parle cette exposition-là, c'est absolument fascinant parce qu'on parle autant d'histoire de l'art, d'art primitif, que des love dolls au Japon, qui sont ces espèces de poupées sexuelles qui sont presque humaines dans leur forme. Qui sont des poupées déjà gonflées. Oui, c'est ça. Donc, vraiment des poupées avec une peau presque... Mais Mathieu, pardonnez-moi de vous demander, je ne vais pas pour vous interrompre, mais pour conclure, justement, quand on travaille pendant 4 ans sur ce sujet dans une émission et qu'on réfléchit à ça, est-ce que vous avez l'impression qu'on est vraiment dans une période de mutation qu'on peut qualifier d'inquiétante pour l'humanité? C'est un peu le propos de Stephen Hawking. Ou est-ce qu'il faut se calmer et que tout ça est très raisonnable? En fait, c'est ça la grande question aujourd'hui. On a fait une entrevue, j'ai fait une entrevue l'année dernière avec un des grands spécialistes de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'Université de Montréal a un des laboratoires les plus avancés dans le monde sur les questions de l'intelligence artificielle. Et il me disait, il n'y a pas à craindre. Ça va prendre vraiment beaucoup d'années. Ça se compte en dizaines d'années avant qu'on puisse avoir une certaine autonomie de l'intelligence artificielle. Cela dit, ça ne veut pas dire que ces machines-là ne vont pas nous donner l'impression qu'elles pensent. Elles vont peut-être nous donner l'impression qu'on dialogue avec elles. Et ça, c'est assez. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans cette exposition-là. On en parle beaucoup de cette chose-là. Ce qui est fait... Allez-y. Non, mais ce qui est fascinant, c'est que cette exposition, elle nous interroge sur ces présences peut-être. Alors, ça, ce sont les esprits, les fantômes, et ça se retrouve aussi bien dans cette robotique. Alors, c'est pas du tout la robotique, qui est très utile, comme vous le disiez. Hein. Là, c'est des œuvres d'art qui sont exposées. Enfin, c'est à la limite, on ne sait pas trop si ce sont des œuvres d'art ou pas. Et alors, le lien, moi, ce que je trouve, incroyable, et ce qu'ont très bien fait les commissaires de l'exposition, c'est de mettre ça en relation avec ces objets des sociétés primitives qui incarnaient les objets pour entrer en relation avec l'au-delà, avec les esprits. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours essayé de faire, nous, les humains, c'est-à-dire essayer d'entrer en contact avec ce ça. La commissaire d'exposition a cette expression, ça m'a fait penser à Stephen King, avec le ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un esprit, un fantôme? Est-ce que ça existe? Quand je me suis rendu compte que Thomas Edison avait travaillé pendant 10 ans, alors celui qui a créé l'électricité, l'ampoule électrique, pendant 10 ans, il a essayé de trouver une machine pour entrer en contact avec les esprits. Pourtant, c'était un scientifique. Et il essayait de répondre d'une manière scientifique, rationnelle à cette quête spirituelle. Et cette exposition, pour ça, est vraiment, vraiment fascinante parce qu'elle nous met en relation avec différentes époques, avec différents mondes, aussi bien avec des objets c'est une bonne idée. primitifs. C'est une excellente idée. Moi, je trouvais ça d'une originalité incroyable. C'est vraiment... Alors, moi, il y a dans cette expo des choses qui m'ont intéressée, des choses qui m'ont un peu dérangée. Par exemple, déjà, c'est sûr que l'objet en Afrique, dans les cérémonies rituelles, dans les sociétés secrètes, c'est vraiment le lien entre les vivants et les morts. Donc, c'est des fétiches, c'est des divinités, c'est des objets qui nous protègent. C'est un peu le statut de l'art dans le monde occidental. Hein. Les crucifixions... Vous allez au Louvre, vous voyez des tableaux qui ont finalement, dans un registre totalement différent, un peu le même statut pour l'humanité. Mais sauf que là, ce qui m'embête, c'est que c'est classé dans art primitif. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'exposition, c'est ce qu'on voit et après, il y a les robots. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas, on a le sentiment que la société africaine, elle serait figée. On est toujours dans nos masques et tout ça, alors que, je veux dire, ça fait partie de la vie aujourd'hui. Et au contraire, moi, je trouve que c'est quelque chose qui rend hommage, en fait, à un rapport à l'art qu'on a peut-être regardé de haut. Hein. Les arts primitifs, ça n'a pas toujours fait partie des arts respectables, en tout cas en Occident. Et moi, je trouve ça intéressant de voir justement qu'on met en lien les trucs les plus technologiques qu'on puisse trouver avec les masques ancestraux. Mais sauf qu'on ne les met pas au même niveau. Hein, et ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas du tout parlé, par exemple, alors si on va dans ce qu'on appelle le modernisme, on aurait pu parler de tous ces jeunes, par exemple, qui travaillent qui redonnent vie à la matière, tous les matériaux de récupération. Par exemple, ils prennent la matière et ils en font des statues. Si on regarde un Burkinabé comme, par exemple, Saab Kouanda, il prend
les matériaux de récupération et il en fait des statues. Il y a la statue, par exemple, du pianiste. Tout ça aussi, ça peut avoir sa place dans cette expo, mais ce n'est pas du tout représenté. Je comprends, mais la grande question qui nous est posée globalement comme humanité aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire la mort de la mort. C'est-à-dire, est-ce que l'homme va inventer pour l'homme un statut d'éternité? Est-ce que l'homme si, c'est des questions basiques. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir remplacer Bigot par un robot, Mathieu par un robot, pour parler de sujets qui seront des sujets culturels entièrement fabriqués par des machines et des robots? C'est ça qui apparaît comme proche. Ça n'a jamais été aussi proche. C'est ça qu'on essaie d'exprimer. Yves. Elle est absolument remarquable, hein, cette exposition. Elle dure d'ailleurs jusqu'au mois de novembre, hein, à Paris, au Quai Branly. Donc vous avez tous le temps d'aller la visiter. Je vous y engage vraiment. On y parle en fait de ce que sont les obsessions de l'espèce humaine. Hein. Ce besoin qu'on a de se connecter justement alors, aux morts ou aux esprits, ou d'une certaine façon à nous-mêmes ou à ce qui nous dépasse, le ça hein, que vous invoquiez tout à l'heure, Estelle. Et on est aussi dans quelque chose, alors moi, justement, dont je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on touche évidemment à l'anthropomorphisme aussi, hein, puisqu'on essaie d'aller représenter tout ce qui est l'essence même hein, de l'humanité, sous des formes très différentes, mais en mélangeant aussi justement la temporalité, toutes les cultures, etc. Or, c'est ça la véritable modernité. Et aujourd'hui, pour avoir une vision globale de tout sujet, eh bien, il faut à la fois faire fi d'un côté de la géographie, hein, c'est-à-dire que peu importe de savoir si on parle de l'Afrique ou si on parle des bords de Seine, et peu importe de savoir si on parle surtout dans toutes ces matières métaphysiques hein, fondamentales de quelque chose qui s'est passé il y a 10 000 ans ou de ce qui se passera dans 10 ans. Et je trouve que c'est ça que cette exposition représente. Elle représente ou elle répond à la question? Non, mais elle Parce que par exemple, si on prend un exemple précis, les antibiotiques, ça ralentit la mort. C'est évident, quand on voit l'espérance de vie des gens, c'était une invention de l'homme qui a permis à l'homme de passer de 40 ans d'espérance de vie. Mais ça n'a pas soigné son âme. Ça n'a pas soigné son âme et ça n'a pas créé l'immortalité. Or maintenant, le sujet qui est vraiment dans les labos quelque part en Californie, c'est ça. C'est des gens qui disent on va pousser jusqu'à 150 ans le curseur. On en est là aujourd'hui. Oui, Guillaume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime que si vous mourrez avant 120, 130 ans, c'est qu'il vous est arrivé quelque chose. Mais là, en l'occurrence, je pense, pour essayer de répondre à votre question, que ce qui est formidable cette exposition, c'est d'abord qu'elle nourrit notre imaginaire, elle nourrit notre réflexion et elle nous accompagne dans cette quête qui nous suivra tout au long de notre existence et de ceux qui nous succéderont. Le spiritisme aussi, la vallée de l'étrange, il y a des photos absolument inouïes. Par exemple, on fait passer des tests avec des gens, comment s'appellent les gens qui ont des visions Les médiums. Oui, les médiums. Et la synesthésie. On faisait passer des tests de ventriloquie à des médiums pour voir s'ils n'étaient pas en train de tricher. Donc on leur mettait dans la bouche. Enfin, c'est un petit peu dingue. Michel. C'est une exposition qui est passionnante, qui est intéressante. Je remontre le catalogue, oui. C'est vrai que, voilà, moi, les objets qui ont une âme, les objets qui sont chargés, pour reprendre un vocabulaire africain, ce n'est pas des choses qui m'étonnent beaucoup, de par, on va dire, les études ou mes intérêts. Donc j'ai regardé ça avec un œil curieux. La question que je me pose finalement, l'association dans l'évolution, on va dire, de la présentation de la scénographie, c'est de se dire finalement les objets les plus anciens, ils étaient là pour soit entrer en contact avec des esprits, soit pour expliquer des choses qui étaient inexplicables pour les hommes, et qui continuent de là d'ailleurs dans certaines pratiques religieuses. Ça dépasse l'art, c'est ça qui est compliqué des fois avec les arts premiers, c'est que c'est à la fois objet artistique, parce que nous avons décidé, occidentaux, nous, de leur accorder une valeur artistique, mais au départ c'est plutôt des objets rituels qui n'étaient pas prévus comme étant des objets artistiques, qu'ils sont devenus a posteriori. Enfin, il y a ça, voilà, c'est là pour expliquer quelque chose qui dépasse souvent. Et puis aujourd'hui, on se retrouve, nous, occidentaux, avec des robots qu'on est en train de créer, à qui on insuffle un programme. Et puis la question, Guillaume qui l'a posée, finalement, est-ce que ces programmes ne vont pas nous dépasser? Alors c'est assez... Le fait qu'ils présentent dans cette exposition les deux choses en parallèle, en premier, on peut se dire, mais comment c'est possible? Parce que d'un côté, on met des objets qui sont censés expliquer des choses irrationnelles, inexplicables, c'est une chose. Puis de l'autre côté, on met en place des robots qu'on crée nous-mêmes. Donc, par conséquent, ils ne vont pas nous dépasser puisque c'est nous qui les créons. Mais le fait même qu'on les mette ensemble dans la même exposition, voilà, mais c'est ça, le fait même qu'on les mette en place dans une exposition, finalement, on peut se dire, mais
Comme on a créé des objets, on a donné une âme, une valeur, une identité à des objets pour expliquer des choses qui étaient irrationnelles, est-ce qu'on n'est pas, nous, en train aussi de créer des objets qui vont nous dépasser à terme et qui auront un statut, alors même qui n'ont pas du tout été créés de la même manière que des objets des arts premiers, qui vont se retrouver à avoir un rôle pratiquement similaire parce qu'ils vont... Et on les exposera. Parce qu'ils vont nous dépasser. Parce qu'ils vont nous dépasser, même si c'est une création Vous savez humaine. que C'est ça qui est passionnant. Nous sommes au bout. La question de la nature de l'être humain est en train de changer avec les découvertes scientifiques. On s'est rendu compte, par exemple, qu'on a en nous des gènes de l'homme de Néandertal, parce qu'à un moment donné, Homo sapiens et Néandertal cohabitaient. Il y a eu, il y a eu de la reproduction à 3 peut-être. On se rend compte également que nos populations de microbes, maintenant, nous constituent autant que notre génétique propre. Donc, la notion d'humanité est en train de changer. Qu'est-ce qui est un homme, qu'est-ce qui n'est pas un homme? On est en train de se rendre compte qu'il y a des degrés là-dedans. Et même, on donne de l'âme maintenant aux animaux. Voire aux plantes. Oui, même aux plantes. Questionner sur les relations entre les plantes. Donc, c'est vrai que ça pose énormément de questions. Extrêmement intelligent, la manière dont c'est rendu. L'interactivité, on termine ce débat en nous penchant sur le compte Instagram de Yann Guérand, qui partage une photo de cette impressionnante Shiva. Il écrit « Expo Persona, le choc art primaire et robotique à portée de main au Quai Branly ». Vous suivez évidemment sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez les infos sur le site internet aux adresses que vous découvrez donc au bas de l'écran. Notre dernier débat sera consacré à un homme exceptionnel. Auparavant, c'est le Zap Culture que vous attendez comme toutes les semaines. Fatima. Le César du meilleur film français de l'année est décerné à un petit film intimiste, Fatima, de Philippe Faucon. Elle est sacrée meilleure actrice pour son rôle de diva à la voix de Crécelle dans Marguerite. Leonardo DiCaprio. C'est un peu l'Oscar de la persévérance pour DiCaprio, 41 ans et sa déjà longue carrière, nommé 6 fois auparavant et jamais récompensé. Quand les choses viennent plus tard, c'est très agréable parce qu'on a pris de la bouteille, on n'est plus mûr. Fuck you! Fuck you! C'est un peu plus compliqué avec les célébrités parce qu'on se dit qu'elles ont été photographiées par tout le monde et que il faut essayer de faire cette image-là, cette icône. Elle voulait vivre cachée derrière son objectif et célébrer les femmes avec ses clichés. Elle est aujourd'hui aussi célèbre que les stars qu'elle photographie. Garçon ou fille, garçon et fille, le genre, un sujet d'actualité plein d'enjeux pour les adultes. Pour moi, faire un spectacle sur la question de genre, c'était certainement pas donner la réponse. C'était plutôt de se poser encore plus de questions pour peut-être mettre en doute des choses, des certitudes ou des choses qu'on croit inchangeables. Ce sont les yeux qui nous attirent, de drôles de regards opaques, parfois même, comme pour ce portrait de son ami Léopold Survage, Modigliani peint côte à côte 2 yeux encore plus énigmatiques. Pourquoi cet œil brouillé? Pourquoi cette pupille? Et Modigliani lui aurait répondu avec l'œil qui a une pupille, tu regardes vers le monde, et avec l'œil brouillé, tu regardes en toi. Bienvenue chez Pipi le Tiriste, un monde de couleurs, d'installations, de féminité, une reine, la technique, comme avec cette forêt de pixels. Tableaux, costumes, objets, photos, sculptures sont impressionnantes et surtout interpellantes. C'est une volonté des organisateurs. Donc c'est vraiment une expo de grande qualité, mise en scène, et c'est ça qui fait d'une façon surréaliste. L'ensemble est un objet surréaliste dans lequel on intègre les œuvres de Dali. C'est d'abord un énorme spectacle, avec des centaines de représentations. C'est avant tout cela. C'est 2 très grandes expositions qui vont faire date, dont une, celle d'art classique, qui va voyager vers la France et qui va être montrée au Grand Palais, et qui rassemble des œuvres venues de grands musées et de pays africains également. Près de 200 artistes et plus de 40 genres musicaux, c'est un projet déjà bien avancé que la PME sénégalaise Solide a présenté à la presse mercredi. Chacun peut, via un téléphone mobile, acheter et télécharger des titres musicaux grâce à son crédit téléphonique. Cette initiative, elle est très bonne, ça va nous aider à tous aujourd'hui d'avoir une plus grande expansion de notre musique sénégalaise parce qu'il y a toutes les formes de musique là-dedans. J'ai l'impression que les gens aiment la langue française aussi, beaucoup. Je ne m'étais pas rendu compte de cet amour de la langue française partout dans le monde.
Il y a beaucoup de gens qui apprennent le français pour comprendre des chansons aussi qui sont mis. J'ai un petit Pouille Fussé 2011. Très minéral. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps, il faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je vais prendre une chasseur. 69 années érotiques. Serge Gainsbourg, toujours une provoque d'avance, nous avait quittés à 62 ans. Cela fait 25 ans qu'il nous manque. Vienne jusque dans mon bras. Le dernier sujet après le zapping est consacré à un homme qui s'appelle Denis Mukwege. Son métier, c'est réparer les femmes. Ce Congolais de 60 ans est gynécologue, militant des droits de l'homme, nommé 2 fois au prix Nobel donc, de la paix. Sa vie dont il a fait un combat est résumée par un excellent documentaire qui s'appelle « L'homme qui répare les femmes », justement, virgule, la colère d'Hippocrate. Voici un extrait de ce documentaire et nous allons parler à la fois du personnage et de son combat. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. The people of Eastern Congo, particularly the women of Eastern Congo, have to believe that the military is there for them, not to be an opportunity for abusing them. Je suis témoin d'atrocités de masse commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. The legendary Dr. Denis Mukwege, he's a 2-time Nobel Peace Prize nominee and one of the bravest people I have ever known. Aïe, 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 faites vite, faites vite! But I don't think any of us can ever appreciate fully what he has meant, not only to the women. Nous sommes devenus la capitale mondiale de viol à cause de cette guerre. Il y a des femmes que j'opérais pour la 2e, voire même la 3e fois. Les femmes avaient besoin de justice. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Chaque femme est violée. Je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire? Commençons par parler de lui. Qui le connaît le mieux ici? Gisela? Moi, je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai découvert à travers les documentaires. Bon, ouais. Thierry Michel, que j'ai interviewé plusieurs fois, m'avait dit, écoute, je vais consacrer un documentaire à cet homme exceptionnel qui vraiment sauve les femmes en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Je veux dire, c'est pour les Congolais, je veux dire, il représente c'est plus qu'un chirurgien, c'est quelqu'un qui est porté par les femmes, il les écoute, il les soigne, il nourrit des gens en République démocratique du Congo. Et ce qui est totalement aberrant, c'est qu'il subit des menaces de mort pour ça. Je me dis... Pour les Congolais, c'est quand même un Congolais qui me disait que Mukwege, c'est le symbole de lutte contre ce pouvoir aujourd'hui qui persécute. Parce que Thierry Michel, même si beaucoup de gens disent oui, il n'est pas congolais, il est belge, oui. Voilà. Il est Carolo, donc de Charleroi. Voilà. Il connaît pas nos réalités, mais ceci dit, il suit le Congo depuis plusieurs années. Il faut dire, hein, voilà, Lise-Laure, il faut dire, c'est le réalisateur notamment de Congo River, hein, voilà. Qui a été un succès mondial, qui était en retour vers les racines en fait, du Congo. Il a consacré beaucoup de films documentaires. Et Mobutu Roi du Zaïre aussi. Exactement. Certains, effectivement, qui ont fait de gros débats au Congo, notamment, il a fait un film sur Moïse Katumbi, oui, notamment le grand homme d'affaires, milliardaire, qui s'occupe de football, etc. Et puis l'affaire Chebeya, qui a fait grand bruit, ce militant des droits de l'homme qui a été assassiné, très vraisemblablement par des factions de l'armée régulière congolaise, etc. Donc Thierry Michel a connu un certain nombre d'interdictions, y compris de séjour, mais de projection de ses films. D'ailleurs, ce film a un temps été interdit de projection en République démocratique du Congo. On accusait la traduction en swahili
de ne pas être exact et de ne pas refléter exactement les propos de ces femmes. Depuis, le problème a été réglé par le ministre Lambert Mendé. À l'approche des élections présidentielles. Voilà, et donc le film maintenant peut être projeté. Mais voilà, le docteur Mukwege, c'est quelqu'un de remarquable. Donc ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il répare des femmes qui sont mutilées suite à des viols utilisés comme arme de guerre dans le sud du Kivu, là où est la clinique de Panzi, là où le docteur Mukwege travaille. Il a été victime d'attentats, je crois 33 de ses collègues ont été tués. Il a été obligé de fuir en Europe, etc. Mais c'est un personnage d'une stature absolument impressionnante. Mais est-ce que c'est une sorte de médecin du monde ou de tradition des grands missionnaires qui ont joué des rôles Non, c'est plutôt c'est un homme incroyable. Je ne comprends pas que cet homme n'ait pas eu le prix Nobel de la paix, parce que, comme vous le dites, il répare des femmes. Mais moi j'ai pleuré en regardant le documentaire. J'ai vraiment pleuré. Ça se passe en ce moment. Alors j'ai peut-être l'air comme ça, mais c'est atroce. C'est-à-dire que c'est pas seulement des femmes, ce sont des petites filles de 8 ans, ce sont voire même des bébés de 9 mois. C'est des enfants de 2 mois. Et je veux dire, et en plus, ce qui est hallucinant dans ce, et d'ailleurs même le docteur Mukwege le dit à un moment, c'est que c'est tellement beau, la République démocratique du Congo ou même le Rwanda qui est juste à côté. Ces paysages sont à couper le souffle, et il y a des atrocités qui sont commises, et ce décalage, il le dit lui-même, il ne comprend pas que dans son pays aussi magnifique, il se passe des atrocités pareilles. Et c'est vrai que cet homme se bat non seulement pour réparer ses femmes à ses risques et périls, puisqu'il est menacé de mort et qu'il a dû s'exiler en Europe pour échapper au pire, mais en plus, il va jusqu'à la Maison-Blanche, il va jusqu'au Parlement européen, il se bat pour faire entendre sa voix, pour que ces exactions s'arrêtent, pour que ces atrocités s'arrêtent, et il se bat même dans son propre pays. Michel, votre point de vue sur ce documentaire qui est quand même assez bouleversant. Absolument, je rejoins complètement Estelle. Moi aussi, je crois que j'ai bien versé quelques larmes en le regardant, parce que c'est un témoignage épouvantable. Il y a de quoi véritablement maudire une partie de l'humanité quand on voit ce qui est pratiqué aux femmes et à certains enfants. Mais par contre, le travail du docteur Mukwege, à mon sens, il va bien au-delà, on va dire, d'un travail purement médical, comme par exemple pourrait l'être Médecins sans frontières. Il y a vraiment une partie qui est politisée dans son action. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que si l'Est du Congo s'est retrouvé dans cette situation-là, c'était à la suite de la guerre au Rwanda. Les milices Hutus se sont retrouvés de l'autre côté, des exactions ont été commises, une guerre a eu lieu. Mais ensuite, entre l'armée régulière, entre les milices armées, entre les Hutus, c'est devenu une sorte de zone de non-droit qui est véritablement maudite. Pourquoi ? Parce que c'est une région qui est formidablement riche en termes de ressources minérales, notamment pour des composants d'objets électroniques. Et par conséquent, la situation aujourd'hui sur place, on l'explique très bien, Mukwege l'explique très bien dans le documentaire, eh bien, elle avantage les personnes qui viennent dépecer, comme il le dit, le Congo, qui ont accès à ces ressources sans passer par les canaux traditionnels. Et la partie politique intervient parce qu'on se dit, mais finalement, que fait le gouvernement régulier congolais ? Parce qu'il n'intervient pas véritablement, et on peut comprendre que ce n'est pas tellement, finalement, l'impunité des viols, même si ça fait aussi partie du reportage, qui est mise en avant, mais c'est simplement le fait que cette partie du Congo a l'air d'être complètement abandonnée et que les populations civiles souffrent, et notamment les femmes. En Sierra Leone, vous aviez des mines de diamants, et à un moment, qui était tenue en grande partie par les Libanais, à un moment, et ça a explosé. Il y a une sorte de rébellion du côté de Freetown, mais ça a explosé dans des proportions de violence absolument incroyables. Non mais Guillaume, ce qu'il faut rappeler, et vous êtes très nombreux à nous regarder en ce moment, justement, à Goma ou à Lubumbashi, à Kinshasa et dans l'ensemble du Congo, c'est que dans cette région, depuis une quinzaine d'années, il y a des millions et des millions de morts. Ouais. Il faut savoir qu'on assiste à une guerre que l'armée régulière de la RDC n'arrive pas à maîtriser, n'arrive pas à contrôler. Alors, quelles que soient ses propres limites à elle-même, c'est un pays qui est absolument immense. C'est des paysages, comme le disait Estelle, des forêts, des montagnes absolument exceptionnelles et remarquables. Et il faut d'ailleurs aussi dire que ce documentaire, ce n'est pas juste un documentaire de télévision, c'est un documentaire de cinéma qui sort donc en salle en France. Il a commencé par sortir aux Pays-Bas, puis en Belgique. En France, il a été projeté en RDC. Et c'est un film remarquable sur un homme absolument remarquable, avec une action qui est invraisemblable. Et vous avez raison, c'est douloureux de le regarder.
Ce qui est intéressant, c'est que les problèmes du docteur Mukwege ont commencé à partir du moment où il a dit « je suis fatigué », il le dit dans le documentaire, je suis fatigué de soigner les femmes, il est temps maintenant que je m'intéresse aux causes. Et à partir du moment où il s'intéresse aux causes, il s'intéresse aux problèmes que vit la République démocratique du Congo, parce que les Congolais se disent, depuis plusieurs années, notre pays est pris en otage. Mathieu. C'est un film qui est, bon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est un film qui est d'une horreur indicible, c'est vraiment, c'est une claque, regardez ça, c'est très difficile. C'est un réquisitoire aussi contre, en tout cas, une partie des hommes, parce qu'on se rend compte dans ce film-là que les femmes veulent faire la paix et que les hommes, ce sont des coupables, mais sur toute la ligne. C'est les guerriers, c'est les gens qui dépaissent la région. C'est très fort. Et il y a des zones d'ombre, en fait, et je comprends le choix de l'auteur, parce que c'est un documentaire, c'est pas un reportage. Mais évidemment, tout notre mode de vie, notre amour des gadgets électroniques est lié intimement à cette violence-là, parce que des compagnies ont avantage à ce que ces matières premières-là ne coûtent rien. Il y a des conglomérats chinois qui sont dans ces régions-là et qui profitent, mais de manière usurière, on pourrait dire, du coût des matériaux et du fait qu'il y a des zones de non-droit dans ce coin-là. Donc, il y a tout un aspect géopolitique, évidemment, qu'on n'aborde pas dans ce film-là. C'est parfait, c'est le choix, mais je pense que ce qui est important aussi à la suite de ce film-là, premièrement, on parle souvent du devoir de mémoire quand on parle de l'Holocauste, mais là, dans le cadre de ce qui se passe là-bas, c'est ici et maintenant, on a un devoir de savoir. Quelque chose. Ouais, il y a juste une chose, mais ça va dans le sens de ce que dit Mathieu, peut-être qu'on n'a pas été assez clair, ou moi je ne l'ai pas été. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces viols, ces exactions qui sont commises à l'encontre et à l'endroit des femmes, ce n'est pas une conséquence non plus. C'est une conséquence d'une certaine manière de ces guerres, mais c'est surtout ce qui permet aujourd'hui que cette zone continue à être une zone de non-droit et qui permet l'accessibilité à ces ressources de façon beaucoup plus gratuite et en dehors des circuits commerciaux. C'est vraiment, et c'est ce que démontre très bien Mukwege pendant tout le film, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pratique ces viols, ces exactions, même pas des viols, des fois c'est simplement des... Voilà, on atteint simplement à l'intégrité physique de l'appareil génital de la femme, pas simplement de manière sexuelle, mais avec des objets également. C'est vraiment une tactique de guerre pour maintenir cet endroit, ce pays, en dehors de toute légitimité et qui permet ensuite d'accéder aux richesses de cette manière-là. C'est terrifiant. Et le viol comme arme de combat, Anne Fontaine l'a rappelé dans un très beau film qui est sorti il n'y a pas longtemps, Les Innocentes, où des nonnes polonaises étaient violées par des soldats de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, où elles étaient enceintes et elles étaient... Voilà, le viol comme arme de combat, malheureusement, c'est vieux comme le monde et ça se passe aujourd'hui. Oui, voilà. Mais cela dit, je pense que... Non, mais c'est bien. Non, mais les hommes... On va en terminer avec Mathieu. Les hommes doivent se poser des questions à la suite de ce film-là, parce que les viols, ce n'est pas les femmes qui les font dans l'histoire, ce sont les hommes. Et les hommes doivent se regarder. Et ça, c'est une des choses qu'il faut... une des conséquences, entre guillemets, là, beaucoup de guillemets, bénéfiques de ce film-là, c'est de nous le mettre en pleine face. Pardon, mon cher Mathieu. Le documentaire s'appelle « L'homme qui répare les femmes, virgule, la colère d'Hippocrate », qui est entièrement consacrée au travail de ce magnifique personnage de 60 ans. Pour clore ce débat, un tour sur le compte Twitter de Christophe Berti qui félicite les réalisateurs du documentaire. Bravo à Colette Breckman et Thierry Mitchell pour le Magritte du meilleur documentaire pour l'homme qui répare les femmes. Vous nous suivez évidemment. Compte Twitter de l'émission, message sur le hashtag 300 millions de critiques et les infos donc au bas de l'écran sur le site internet. Nous allons terminer avec les coups de cœur des uns et des autres, mon cher Michel. Bon, on va rester sur le sujet, puisque le docteur Mukwege sera à Genève très prochainement, le 7 et le 8 mars, puisque hier, le 4 mars, le Festival international du film des droits de l'homme a débuté à Genève avec une série de films documentaires qui sont dans la droite ligne de documentaire dont on vient de parler, qui sera également d'ailleurs diffusé dans le cadre de ce festival donc sur les droits humains, avec un certain nombre d'invités, plusieurs soirées, des débats, des conférences, et dont la présence de Denis Mukwege, qui, s'il n'a pas reçu le prix Nobel, est tout de même lauréat du prix Sakharov. Yves, coup de cœur. Le nouvel album de Jean-Patrick Capdevielle, Bienvenue au paradis. Voilà, un album extrêmement moderne, d'un des rares vrais rockers français, avec des influences comme toujours américaines de Imagine Dragons, R.E.M., les Foo Fighters, etc. Puis évidemment toujours un peu de Roland, de Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones. Voilà, et un album qui a été entièrement financé par ses fans, donc à travers le financement participatif avec des photos qui ont été réalisées par Scarlett Page, la fille de Jimmy Page. Parce que Jean-Patrick a notamment été enregistré cet album au studio Britannia à Londres, qui était le studio qui appartenait
précédemment à Pink Floyd. Voilà. Très bon album, donc, et la preuve que des fans peuvent prolonger la carrière des artistes qu'ils aiment. Ma chère Lise-Laure. Alors, moi, je vais parler de ce livre de Hurel Régis Beninga, qui est un poète-comédien centrafricain. C'est sa première pièce de théâtre. Elle s'intitule « Sur le chemin de l'Élysée ». Il parle d'un jeune issu de l'immigration et qui a un objectif, c'est de devenir le premier président noir de France. Et donc, ses parents lui disent écoute, mon fils, t'es fou. Il dit non, même si vous êtes peut-être, vous avez fui la guerre, parce qu'il parle de la guerre en Centrafrique. Et j'ai juste une petite phrase à vous lire. Quand son père lui demande mais tu es qui, il dit je ne suis pas noir, je suis moi, je suis français. Quand je serai président, il n'y aura que des êtres humains, plus de noirs ni de blancs. Voilà, c'est Hurel Régis Beninga. Mon cher Mathieu. Dans la foulée du documentaire de Thierry Michel, j'aimerais rappeler qu'on a aussi au Québec des grands documentaristes, en fait une grande documentariste qui s'appelle Raymonde Provencher, qui a planché sur ces questions-là depuis longtemps. Elle a fait un documentaire en 2002 qui s'appelait War Babies et parlait de ces enfants nés de la haine, nés du viol dans les zones de guerre. Et en 2010, elle a fait un documentaire qui s'appelle Grace, Millie, Lucy, des fillettes soldates. Le documentaire est disponible en ligne. Vous pouvez le louer sur le site de l'ONF. Donc, Raymonde Provencher, Grace, Millie, Lucy, c'est sur le site de l'ONF. Donc, il faut absolument que vous voyez ça. Évidemment, le documentaire Thierry Michel, pour les gens qui sont au Québec, il sera diffusé bientôt au cours des prochains mois. Estelle. Moi, mon coup de cœur va au dernier album du violoncelliste Christian-Pierre Lamarca qui est sorti chez Sony Classical, Cantus. C'est vraiment un parcours musical dans le parcours sacré, la musique sacrée. Ça apaise, ça apporte beaucoup de baume au cœur, surtout quand on a vu, quand on voit certaines atrocités. Donc voilà, il y a Patricia Petitbon, Philippe Jarowski. Voilà, je vous invite à écouter ce disque dans la plénitude la plus totale, Cantus. Merci à tous, merci à vous tous d'avoir participé à ces 300 millions de critiques. Je vous remontre donc le magnifique catalogue de l'exposition Persona au Quai Branly étrangement humain qui dure jusqu'au mois de novembre. Et comme c'est une exposition complexe, vous avez tout le temps de vous délecter en allant donc sur les quais de la Seine, pas très loin derrière nous. Si vous continuez donc en arrière-plan de notre studio, vous tomberez sur le Quai Branly. Ciao et à bientôt.